Bonjour tout le monde. Salut Marianne. On coupe les micros pour le moment, puis on commencera dans quelques minutes. Yes. Bonjour à toutes et tous. Je vous propose d'attendre encore 2 minutes avant de commencer le webinaire parce qu'on attend encore un petit peu de monde. Donc on commencera à 13h32 directement. À tout de suite. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire éco-conception pour une seconde vie des matières et des produits dans la filière des biens d'équipement électriques et électroniques, ou dit biens d'équipement électrique et électronique, pardon, des 3E. Ces webinaires sont organisés par Écosystème en partenariat avec le pôle éco-conception. Je me présente, donc Samuel Maillard, je suis le directeur du pôle éco-conception. Donc le pôle éco-conception, c'est quoi? C'est une association d'industriels, un centre d'expertise nationale sur la performance du cycle de vie. Et aujourd'hui, je serai accompagné de notre experte. Alors pour ceux qui suivent nos webinaires, vous la connaissez déjà, c'est Lorraine Queno, donc experte environnement et référente sur l'analyse environnementale chez Écosystème. Bonjour Lorraine. Bonjour à tous. Oui, bah, je vois que tu es retourné au bureau, donc plus le télétravail et le masque. Bienvenue. Alors, bienvenue à tout le monde, en fait, pour ce 5e webinaire. Alors, aujourd'hui, c'est un webinaire qui traitera du bilan environnemental du recyclage des biens d'équipement et d'électronique, avec un point particulier sur impact environnemental des activités et puis identification des axes de progrès. Alors, peut-être juste pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Écosystème, c'est quoi? C'est un éco-organisme à but non lucratif agréé par les pouvoirs publics qui exerce en fait une mission d'intérêt général. Donc, laquelle est-elle? En fait, Écosystème coordonne en fait la collecte, la dépollution et le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers. Alors, pas seulement, il fait aussi les lampes usagées, les déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels,
ainsi qu'un petit nouveau, voilà, depuis, je crois, ça fait peut-être 1 an ou 2 ans, ce sont les extincteurs ou appareils d'extinction en fin de vie. Alors, Lorraine, elle ne sera pas seule, puisqu'on a la chance d'avoir plusieurs témoignages aussi. Donc, on a Alice Bisoire. Donc, Alice, je ne sais pas si tu peux mettre ta caméra pour qu'on te voit. Donc, experte environnement. Alors, tu me dis si je me trompe, hein, référente sur la maîtrise des données et de la traçabilité. C'est bien ça? C'est bien ça. Eh bien, bonjour, bienvenue parmi nous, Alice. Et on aura aussi encore une autre experte. On va avoir de l'information. Ça va être technique aujourd'hui parce qu'on a Marianne Fleury. Donc, Marianne Fleury, je ne sais pas si ta caméra fonctionne, donc experte en environnement aussi. Mais alors, particularité, cette fois-ci, référente dans l'amélioration des procédés et de la prévention des risques. Bonjour Marianne. Ah, on t'entend pas, je pense que le micro est coupé. Bonjour tout le monde. C'est parfait, tout marche bien. C'est une bonne nouvelle. Donc on aura tous ces experts-là. Et puis en plus, on aura d'autres témoignages, mais qu'on a fait en vidéo. Donc on aura Laurent Bachet, qui est adjoint à la direction des opérations, qui fera un point particulier sur la mise en place de la filière du gros électroménager. Et on aura aussi Sébastien Partida, qui est adjoint à la direction du développement et qui fera un point particulier sur en fait les éléments de vol, de récupération des matériaux, des produits qui n'arrivent pas dans la filière. Alors juste pour rappel, avant de lancer ce webinaire officiellement, les règles, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez poser vos questions directement dans le chat ou dans l'onglet sondage. Vous avez une espèce de, normalement un petit élément qui vous permet de le faire. Et puis, on prendra les questions au fur et à mesure, mais on les traitera sans doute à la fin, parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Donc, à la fin, j'essaierai de rassembler un peu les questions. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, ils pourront prendre la parole à la fin des différentes interventions. Alors, parce que je sais que vous allez me le demander, bien entendu, le diaporama, comme d'habitude, et l'ensemble de l'enregistrement, sauf si je dis des grosses bêtises qu'on coupera, normalement, l'ensemble de l'enregistrement sera mis en replay et vous sera envoyé dans les prochains jours. Alors, sans plus tarder, en fait, j'aimerais déjà discuter avec Lorraine, faire un point particulier, puisqu'on parle de bilan environnemental des déchets. Moi, je suis un peu surpris, parce que quand on dit recyclage, l'écosystème travaille sur la recyclabilité, enfin, le recyclage pardon, des produits en fin de vie. Pourquoi faire un bilan environnemental? Vous êtes déjà dans l'amélioration des impacts environnementaux. Qu'est-ce qui vous a pris? Alors, c'est une excellente question. Alors, il nous a bien pris, hein, mais effectivement, de manière générale, le recyclage est quand même très positif pour l'environnement. Et on verra dans ce sens-là, les résultats qu'on va vous présenter prouvent bien ça. Maintenant, en fait, la question et notre postulat de départ, c'était de nous dire, le recyclage, ça permet d'obtenir des bénéfices environnementaux, mais il y a aussi des impacts liés au fait de recycler. C'est-à-dire que pour recycler, c'est toute une chaîne avec des procédés, c'est toute une chaîne de logistique, c'est toute une chaîne de traitement. Il y a beaucoup d'acteurs dans cette chaîne de recyclage. Et l'enjeu, c'est que sur chacune de ces étapes, eh bien, il va y avoir à la fois des consommations de ressources pour faire fonctionner les installations, les camions, etc., et aussi des émissions de diverses choses, de CO2, de différentes molécules. Et donc, malgré tout, ce sont des impacts au sens négatif du terme impact pour l'environnement. Et bien entendu, en face de ça, on a des bénéfices, c'est-à-dire que grâce à la matière qui est recyclée et grâce à l'énergie qui est valorisée, on évite de la matière vierge, donc avec son extraction et tous les impacts associés à l'extraction et la fabrication de cette matière vierge. Et on évite aussi de l'énergie conventionnelle grâce aux éléments qui sont valorisés énergétiquement. Donc tout ça, l'objectif de ce bilan environnemental, c'est de pouvoir mettre en balance les bénéfices et les impacts, de vérifier, de valider que les bénéfices sont bien toujours supérieurs aux impacts et d'identifier quels sont nos leviers d'action à la fois pour augmenter les bénéfices environnementaux et puis pour réduire les impacts environnementaux qu'on peut avoir. D'accord, donc l'idée c'est de vérifier la performance environnementale du recyclage, est-ce qu'on va dans le bon sens et comment l'améliorer. Moi je veux bien, mais comment vous avez procédé pour faire un tel bilan? Qu'est-ce que vous avez mis en place en fait pour arriver à récupérer toutes ces informations et pour les analyser en fait?
Alors, c'est pas facile, hein, c'est vrai. Ça a été un gros travail qui s'est étalé sur plusieurs années, puisqu'en fait, tout l'enjeu, c'est de pouvoir donc collecter suffisamment de données pour pouvoir modéliser de manière représentative toutes ces étapes dont je vous parlais, toutes ces étapes de la chaîne de recyclage, en l'occurrence qui sont pilotées par écosystème. Donc, qu'est-ce que ça veut dire collecter des données de terrain? Ça veut dire tout ce que vous voyez ici dans les blocs du haut, collecter des données sur la logistique, quel type de camion, quelle consommation, quelle distance parcourue, quel tonnage, etc. Récupérer des données sur les process de traitement, récupérer des données sur la performance des process de traitement, et puis sur toutes les filières aval, finalement, où est-ce que partent les matières, à quoi elles vont pouvoir se substituer à la fin une fois qu'elles seront recyclées ou valorisées ou éliminées. Et donc, tout ce socle de données de terrain, en fait, c'est ce que a pu collecter aussi Écosystème depuis son lancement et depuis le lancement du coup des activités. Tout ça, donc, c'est les données qu'on a au fur et à mesure, qu'on collecte au fur et à mesure des années et qu'on vient enrichir au fur et à mesure des années. Et pour ce travail spécifiquement, on a eu besoin d'aller plus loin sur certains paramètres, notamment sur les consommations que peuvent avoir les différentes infrastructures. Et donc, pour ça, on a procédé avec des questionnaires auprès des opérateurs avec lesquels on travaille. Donc, ça a été un gros travail pour nous, mais ça a aussi été un gros travail pour eux de pouvoir nous renseigner toutes ces informations. Et ensuite, en utilisant toutes ces informations qu'on a pu collecter, on a mis par-dessus de la modélisation, donc ACV, pour ceux qui sont familiers de l'analyse de cycle de vie. Et donc, tout ça nous a permis d'aboutir à une base de données d'inventaire de cycle de vie, c'est-à-dire que c'est une base qui récapitule toutes les consommations de ressources et toutes les émissions liées à toute la chaîne dans une seule et même base de données. Et ensuite, ces données sont utilisées pour calculer et transformer en fait toutes ces consommations et émissions en impact sur l'environnement. Et d'ailleurs, pour ceux qui font de l'analyse de cycle de vie, cette base de données, elle est disponible publiquement, donc elle est plus facile à utiliser avec des logiciels d'analyse de cycle de vie. Mais du coup, elle peut être utilisée, par exemple pour les producteurs, pour modéliser la fin de vie de leurs équipements plus facilement. Et donc, tout ça nous permet d'obtenir le bilan environnemental. Éléments sur le chat. Donc, vous pouvez récupérer le lien pour récupérer les inventaires du cycle de vie. Donc, n'hésitez pas à récupérer ça dans le chat. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je disais, donc tout ça nous permet de construire le bilan environnemental, justement, des activités qu'on pilote. Donc, si on peut conclure, c'est un espèce de bilan comme un bilan comptable, entrée-sortie, et puis vérifier un petit peu en termes d'impact environnemental comment ça se passe, enfin, ce qu'il y a au bout du compte. C'est très bien, on comprend la méthode, on comprend le pourquoi, mais finalement, quels ont été les résultats de cette étude? Alors, une étude que je comprends qui est basée sur des données réelles, hein, c'est pas principalement ces données qui ont été collectées sur site. Hein. Tout à fait, c'est sur des données de terrain. Alors, le premier point, ça a été d'identifier justement quels sont les types d'impacts environnementaux qui sont les plus importants pour nos activités. Donc, vous voyez ici, en fait, ce qui est projeté sur ce slide, c'est les différents types d'impacts environnementaux qui existent et qui sont référencés par la Commission européenne. Et donc, vous voyez qu'il y a des impacts qui sont liés plutôt à des enjeux d'émissions, donc de particules, de molécules, etc. Donc, des impacts sur le changement climatique à cause des émissions de gaz à effet de serre, des impacts sur les pics de pollution à l'ozone avec toutes les émissions de composés qui génèrent ensuite la création d'ozone dans les basses strates de l'atmosphère, les émissions de particules fines, etc. Et puis, d'un autre côté, il y a des enjeux autour des consommations de ressources. Donc, c'est plus dans une logique de durabilité et d'utilisation responsable des ressources. Donc, comme les ressources fossiles, les pétroles, le charbon, le gaz, les ressources minérales, donc les métaux, donc les différents minerais, la silice, etc. Et puis, les différentes ressources renouvelables. Alors, pour animer un petit peu, on vous propose là un petit quiz que Samuel va pouvoir lancer. Et donc, la question qu'on vous pose, c'est d'après vous, quelles sont les catégories d'impact environnemental qui sont les plus importantes pour une chaîne comme la chaîne de recyclage des D3E et donc, quels sont les impacts les plus importants pour notre pilotage, à nous, par exemple, en tant qu'écosystème? Alors, on va vous laisser quelques secondes pour remplir. Rassure-moi, Lorraine, l'étude, c'est pas un sondage, hein, c'est bien des données d'inventaire que vous allez récupérer. L'étude globale que l'on a faite, c'est effectivement pas des sondages.
Non, c'est bien issu de l'analyse qu'on a pu faire sur notre bilan environnemental, bien sûr. Je vais fermer le sondage. Je crois que tout le monde a répondu. Merci. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais partager les résultats avec vous. Je ne sais pas si vous les voyez ou si Lorraine les voit. Donc, principalement, c'est choisi le changement climatique et l'épuisement des ressources minérales et fossiles, et dans une moindre mesure, les pics de pollution à l'ozone, l'acidification ou l'émission de particules fines. On aurait pu en mettre plus, mais c'est les deux qui ressortent. Est-ce qu'on a juste, c'est bon? Alors, bah oui, félicitations, hein, vous avez plutôt juste. Et effectivement, donc on va le voir ici, les principaux enjeux qui ressortent de cette étude. Donc finalement, on aurait pu faire un sondage, hein, Samuel, ça marchait aussi. Les principaux enjeux qui ressortent de cette étude, c'est bien, donc après calcul et après comparaison des valeurs absolues et puis comparaison aussi par rapport à d'autres secteurs, c'est bien les enjeux autour du changement climatique. Les enjeux autour aussi, on ne l'avait pas mis dans le sondage, mais autour de tout ce qui va jouer sur les émissions de molécules polluantes et donc avec des enjeux écotoxicité pour l'environnement ou plutôt santé, toxicité humaine. Et puis dans les rubriques consommation de ressources, on est effectivement sur l'épuisement des ressources fossiles et l'épuisement des ressources minérales. Ça, c'est les enjeux et les indicateurs prioritaires. Ensuite, il y a des indicateurs secondaires donc, que l'on suit aussi et que l'on a regardé de près dans le cadre de ce bilan, qui sont un peu moins importants au regard de notre filière, mais qui ont quand même des enjeux, donc qui sont quand même à suivre. Et puis juste pour faire un petit focus sur les indicateurs ici, écotoxicité et toxicité, on sait que ce sont des indicateurs aujourd'hui avec ces méthodes de calcul qui sont un peu moins robustes que les autres. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas forcément présenter des résultats en traduction d'impact sur l'écotoxicité et la toxicité humaine, mais c'est des choses que l'on regarde quand même de très près évidemment, avec plus un suivi en termes de taux de captation de polluants, plus qu'en traduction en impact sur l'environnement. Voilà pour ces indicateurs. C'est sur les aspects globaux. Moi, j'aimerais avoir un peu plus d'informations voilà, il y a eu le vendredi la grève des étudiants et tout ça. Sur le changement climatique, c'est le truc qui est un peu à la mode aujourd'hui. Est-ce qu'on a appris des choses, on va dire, importantes et qui nous permettent un peu de mieux comprendre tout ça? Alors, si vous avez le temps de voir, parce que j'ai passé trop vite mon slide, oui, effectivement, on voit des choses, c'est assez éclairant, ces analyses-là sont assez éclairantes sur où est-ce qu'on peut encore avoir des leviers d'action pour améliorer encore plus l'empreinte environnementale du recyclage. Donc, vous le voyez ici sur ce graphe. À gauche, c'est la valeur de CO2 que l'on a évité. Donc, c'est les bénéfices qu'on avait tout à l'heure sur les premiers slides, ce qui était appelé bénéfices, qui sont égales ici à plus de 900 000 tonnes de CO2. Et puis, en face, on met au regard de tout ça les impacts générés sur l'environnement par toute la chaîne, donc le transport, etc., toutes les étapes de la chaîne, jusqu'à la régénération finale des matières. Et on voit que quand on fait la différence des deux, on est bien sur quelque chose de très positif, puisque ça permet d'éviter 400 000 tonnes, plus de 400 000 tonnes de CO2. Pour ordre de grandeur, c'est l'équivalent de plus de 4 millions de trajets Lille-Marseille en voiture, donc on pourrait traverser la France. Plus de 4 millions de personnes pourraient traverser la France pour le même impact. En l'occurrence, ici, c'est de l'impact évité. Donc. Alors, pour aller un peu plus dans le détail sur qu'est-ce qui permet justement d'obtenir ces bénéfices versus qu'est-ce qui permettra, qu'est-ce qui génère les impacts. Sur ces bénéfices, vous voyez ici le petit camembert, en fait, c'est parmi les flux que l'on collecte. Donc, vous savez, on collecte notamment des D3E, et dans ces D3E, on collecte plusieurs flux, plusieurs typologies de D3E. Donc, ici en gris, vous avez les gros équipements hors froid, donc les fours, les gazinières, etc. En bleu foncé, vous avez plutôt tous les petits équipements qu'on récupère en mélange. Et puis en bleu très clair ici, vous avez les réfrigérateurs, les climatisations, etc. Donc vous voyez ici, globalement, c'est plutôt le flux des gros électroménagers hors froid qui nous permet d'obtenir des bénéfices. Dans ce camembert ici, il faut bien prendre en compte qu'il y a aussi la notion du tonnage global que l'on récupère. Donc, on récupère en quantité beaucoup de ces gros équipements,
Et donc, en volume et en bénéfices, ça apporte aussi beaucoup de bénéfices environnementaux. Et si on regarde en parallèle les impacts environnementaux, on a à peu près la même répartition. Donc, on voit bien ici que finalement, il n'y a pas énormément de différence dans les process de traitement et ça permet d'obtenir un peu la même balance impact et bénéfices, mais le tout restant très positif. Et pour aller un peu plus dans le détail justement sur ces indicateurs ici on vous a mis donc les impacts à gauche et puis les bénéfices à droite, mais ramenés à 1 tonne de chacun des flux. Comme ça permet d'avoir une idée, est-ce que sur certains flux, on a plus d'impact à la tonne transportée ou au contraire, on a plus de bénéfices à la tonne traitée. Et donc, vous voyez ici, globalement, on retrouve bien qu'à la tonne, il y a moitié moins d'impact que l'on a de bénéfices, globalement sur l'ensemble des flux. Et ce qui est intéressant de noter ici sur les bénéfices, c'est que de manière générale, qu'est-ce qui apporte beaucoup de bénéfices sur les enjeux climatiques? C'est notamment le recyclage des métaux, parce que tout ce que l'on va éviter ici comme production de métal vierge, ça va avoir vraiment une incidence sur les quantités de CO2 que l'on aura évitées, parce que vous n'êtes pas sans savoir que aussi la production de ces métaux, donc depuis l'extraction, la production à partir du minerai et ensuite toutes les étapes pour obtenir la matière, peut être très émettrice de CO2. Donc ça, c'est un premier point. Un premier point, vraiment ici, comment est-ce qu'on évite des émissions de CO2 grâce au recyclage des matières ou à la valorisation de ces matières. Il y a un deuxième enjeu qui est important. Là, pour le coup, c'est sur la dépollution des gaz. Donc, vous savez, sur les équipements qu'on collecte, en particulier sur les équipements de froid, donc ceux qui ont des circuits réfrigérants, sur ces équipements, globalement, en fait, il y a des gaz à l'intérieur, des gaz dans le circuit réfrigérant pour créer, par exemple, le froid, ou des gaz, on peut avoir des gaz aussi dans les mousses, des mousses qui vont être ensuite isolantes grâce à ces gaz qui sont intégrés dedans. Or, dans les anciens équipements qui étaient mis en marché, mais il y a déjà des années, il y avait des gaz qui avaient un double effet sur l'environnement, à la fois qui étaient très destructeurs pour la couche d'ozone et qui ont un pouvoir de réchauffement climatique qui est énorme. Et certains de ces gaz peuvent avoir un pouvoir de réchauffement climatique qui est 10 000 fois supérieur à celui du CO2. Donc, c'est-à-dire que si vous émettez cette quantité de gaz, c'est comme émettre 10 000 fois la même quantité de CO2. Sur ces différents équipements, vous voyez ici sur le graphe à gauche ce que serait le potentiel d'émissions et d'impact sur le changement climatique si on ne traitait pas ces gaz. Donc, c'est vraiment ces équipements n'étaient pas traités et qu'il n'y avait pas de récupération des gaz, versus ce que l'on perd parce que malgré tout, il y a des équipements qui arrivent au centre de traitement et qui n'ont plus forcément leur gaz. Donc, parce qu'ils ont été malmenés en amont, parce qu'il s'est passé différentes choses sur toutes les étapes entre le moment où la personne qui souhaite s'en débarrasser jusqu'à l'arrivée sur le centre de traitement. On verra ça un peu plus tard. Mais vous voyez au global que justement les tonnes de CO2 qui sont évitées ici, qui sont éliminées, elles sont vraiment très importantes. C'est plus de 1 million de tonnes de CO2, donc ça fait vraiment des quantités qui sont énormes à ce niveau-là. Et juste pour illustrer ici sur justement les réfrigérateurs, aujourd'hui en moyenne, parmi les réfrigérateurs qu'on récupère, donc c'est des anciens des équipements qui ont été mis sur le marché il y a déjà un certain temps, donc même si les gaz, aujourd'hui ces gaz très polluants sont interdits, on continue d'en récupérer dans les D3E. Eh bien, vous voyez ici que dans les mousses isolantes d'un frigo, il y a en moyenne 464 kg de CO2 et dans le circuit réfrigérant, il y a en moyenne 467 kg de CO2. Donc, un réfrigérateur, pour donner un ordre de grandeur, c'est presque autant qu'un aller-retour Paris-New York s'il n'est pas traité, ce qui est énorme. Mais en tout cas, merci Lorraine pour tous ces éléments. Alors, comme vous l'avez compris, on a prévu beaucoup de choses. C'est pour ça que Lorraine, ça va relativement vite. Sur ces éléments en fait de froid, moi, ce que j'aimerais, c'est écouter la petite interview qu'on a pu faire de Laurent Vacher, qui va nous expliquer comment tout ça a été mis en place. Donc, je vais juste reprendre la main pour pouvoir vous lancer cette petite vidéo. Alors, j'espère que vous la voyez. J'ai l'impression qu'on a un petit bug sur le lancement de la vidéo. Tu as quelque chose, toi, de ton côté ou, Moi, je vois le slide de départ, mais ça bouge pas.
OK. Ok, alors je vais relancer. Désolé, c'est la technique qui nous lâche. On avait pourtant fait une petite répétition qui avait plutôt bien marché tout à l'heure, comme toujours. Hop. Alors, je vais revenir à mon menu écran principal. Ok. Et je vais aller retourner sur un partage d'écran. En espérant que C'est ça les marche. aléas du direct, hein. Alors, à tout de suite, hein. L'objectif était donc de susciter des investissements pour construire un réseau de centres de traitement et accompagner le développement de la collecte. Nous sommes ainsi passés d'une usine opérationnelle début novembre 2006 à un réseau de 9 usines en France métropole dès 2009 et ainsi d'avoir toutes les capacités de dépolluer et recycler depuis la première tonne de gemmes froid jusqu'à peu près 90 000 tonnes aujourd'hui. Ce développement a aussi été accompagné et suivi par des équipes support au sein d'écosystèmes, des experts traitement et des équipes opérationnelles sur le terrain afin d'accompagner l'ensemble de nos prestataires. La seconde séquence avait pour objectif d'initier, de contribuer et de rédiger des standards et normes européennes dans un travail collégial qui réunissait des équipes experts traitement d'écosystèmes, mais aussi avec des partenaires et des homologues européens. Cela aboutit donc à une norme générale, comme j'ai pu vous le dire précédemment, à laquelle nous avons annexé des spécifications techniques qui fixent notamment la performance de dépollution et fixer des seuils. Parmi les polluants que l'on peut citer, il y a les contacteurs mercure, les condensateurs, les huiles et surtout les gaz réfrigérants fluorés qui ont un fort impact sur les différentes couches d'ozone, contribuant ainsi au dérèglement climatique et à l'élévation des températures. Deux chiffres peut-être qu'on peut retenir. Dans les exigences, il est absolument nécessaire d'extraire 90% des gaz contenus dans les réfrigérateurs, que ce soit dans le compresseur ou dans les mousses isolantes, et ne pas laisser plus de 0,2% de ces mêmes gaz en valeur résiduelle dans les différentes fractions qui sont produites après le traitement. Je pense notamment aux mousses isolantes. En parallèle de la rédaction de ces normes et de ces exigences, de ces référentiels, nous avons été aussi à l'initiative de la création d'une entreprise qui s'appelle l'organisation Willabex, située à Prague. Et cette organisation avait pour objectif de recruter, de former des auditeurs accrédités afin de déployer des audits annuels au niveau européen et sur l'ensemble du territoire français, ce qui nous a permis d'aboutir à une certification de ces 9 centres de traitement afin de garantir leur conformité en termes réglementaires, de management par la qualité, mais aussi de qualité de dépollution et d'atteinte des taux de recyclage et valorisation. La troisième séquence, que je situe donc depuis environ 2017, a été de se pencher sur la manière de mesurer et d'analyser la performance environnementale du réseau de traitement des réfrigérateurs, congélateurs, du gemme froid en général. C'est donc comme objectif d'aller encore plus loin dans la dépollution, dans la performance d'extraction des gaz à effet de serre. C'était aussi pour objectif de mesurer le niveau d'intégrité de ces équipements, de préserver l'intégrité des circuits froids, notamment depuis la collecte, l'enlèvement sur les points, le ramassage sur les points d'enlèvement, jusqu'au traitement, pour éviter le relargage des gaz dans l'atmosphère. Plusieurs actions pour contribuer à cet objectif. La première consiste à lutter contre les exports illégaux de ces gros équipements de froid afin d'être certain qu'ils restent en France pour être certain que la qualité de la dépollution et du recyclage soit conforme à nos attentes. De lutter contre le vol et le pillage sur les points d'enlèvement, notamment le pillage des compresseurs, car ce dernier a une forte valeur marchande et financière, et d'identifier les meilleures pratiques de manutention depuis le début de la chaîne jusqu'à la réception en centre de traitement et l'extraction des gaz, c'est-à-dire de s'assurer que les bonnes pratiques sont bien connues de tout le monde avec les bons outils afin notamment d'avoir une qualité performante d'extraction des gaz des compresseurs, d'être certain que le processus de traitement est bien étanche pour éviter que les gaz contenus dans les mousses isolantes soient relargués également dans l'atmosphère. Voilà en 2 minutes ce que j'ai pu vous dire de manière concise pour vous raconter cette tranche de 15 ans de recyclage des appareils et équipements du froid.
Et je vous remercie de votre attention. À très bientôt. Je sais, voilà, ça revient. En tout cas, je tenais à remercier Laurent pour avoir été si concis sur 15 ans d'évolution de la filière, hein, et de la mise en place d'écosystèmes. En fait, on avait après une deuxième question qui était plutôt à Sébastien Partida, c'était de savoir, parce qu'en fait, on sait aujourd'hui, quand j'ai discuté avec lui, que la France est dans les meilleurs au niveau du taux de récupération et du taux de recyclage. Et j'aurais aimé avoir un petit peu un point justement là-dessus, et puis en faisant un lien sur la partie vol dont a déjà parlé Laurent en préambule. Alors, je vous lance la vidéo, cette petite vidéo qui va durer 4 minutes, en espérant que j'aurai moins de soucis que tout à l'heure. Il semblerait que ça marche mieux. On a un arsenal juridique aujourd'hui qui nous permet effectivement d'atteindre ces niveaux-là. On a un marché en fait qui fait l'objet de convoitises énormes du marché parallèle et notamment de pratiques légales. Et effectivement, on a un arsenal juridique lié sur l'interdiction des espèces sur toutes les transactions métalliques, sur la fiscalisation des apports chez les récupérateurs métaux et l'obligation de contrat pour tous les gestionnaires de déchets vis-à-vis des éco-organismes notamment. Ce qui n'est pas le cas sur la majorité des pays frontaliers, que ce soit la Belgique, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, où le paiement en liquide reste monnaie courante, si je puis m'exprimer ainsi, et ce qui attise en tout cas le marché parallèle et les exports illégaux de DL3E au sein de ces pays-là. Alors, on estime, au travers des études qui ont été menées ces dernières années, qui sont confirmées chaque année malheureusement, et de plus en plus, dès lors que les cours des métaux sont élevés, si on prend le cuivre par exemple, qui atteint en 2021 des niveaux proches de ces niveaux historiques en 2011, effectivement, on estime que de l'ordre de 30 à 50 000 tonnes de déchets d'équipements électroniques qui sont un jour apportés par monsieur et madame tout le monde sur les déchetteries ou sur les magasins sont malheureusement volés avant même que nos camions de collecte viennent réaliser la collecte. Donc on va retrouver au niveau du vol, alors soit du vol d'appareils complets, on va retrouver du vol de compresseurs sur les frigidaires, on va retrouver des écrans qui sont littéralement éclatés pour aller récupérer le cône de cuivre. On va avoir des micro-ondes qui sont également fracassés. Et puis, on va retrouver aussi, notamment sur les machines à laver, le tambour intérieur de la machine à laver qui, lui, est en inox. La problématique du vol, elle se retrouve sur toutes les zones frontalières que j'ai évoquées, notamment sur les pays qui pratiquent le paiement en espèces. Et on retrouve notamment sur certaines zones géographiques, en Savoie, également en Loire-Atlantique, une grosse problématique de vol de compresseurs qui doit sans doute alimenter aussi des filières beaucoup plus lointaines, que ce soit l'Afrique notamment, y compris les pays européens qui sont plutôt des plateformes ou des sites de transformation d'acier enrichi pour alimenter des pays comme la Turquie par exemple. On a mis en place cet arsenal qui se compose de l'augmentation des fréquences d'enlèvement sur les sites qui sont les plus exposés de manière à limiter le stockage in situ. On marque également au travers d'un pochoir gendarme voleur chacun des D3E, ce qui permet de contrôler en tout cas sur les sites de récupération l'éventuelle trace de marquage. On compte également les appareils pour mesurer les problématiques de vol. On finance également des clôtures sécurisées et de la vidéoprotection. Et on a déployé, financé, réparé l'équivalent de plus de 500 conteneurs maritimes sécurisés depuis 2012. Et
on a fait des études sur les 2-3 dernières années et un peu plus lointain également, à peu près 30% de hausse de tonnage dans les 6 mois après l'installation de ces conteneurs. Ok, alors vous avez vu un certain nombre de réponses, hein, et surtout une remarque sur une perspective sur l'évolution des équipements, l'évolution des vols, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, on récupère plutôt bien les produits. Et la question, c'est de travailler sur les derniers pourcentages pour que tout arrive dans la filière. Donc ça, c'était quelque chose, enfin, c'était deux interviews qui étaient plutôt liées aux gros appareils froids dans le cadre de l'impact environnemental sur le changement climatique. Ce que j'aimerais avoir, c'est un point de la part de Lorraine sur l'autre indicateur qui a été choisi, qui est l'indicateur ressources. Donc je vais te redonner la main, Lorraine, et si tu peux remettre ta caméra. Ouais. Il faut juste... Hop là. J'ai failli te sortir. Ah, t'as des manières radiques. En plaisir comme présentatrice. Ça va plus vite, hein, ça va plus vite. Ok, donc je pense que tu as un petit diaporama à nous présenter là-dessus. C'est au-delà du climat. Qu'est-ce qu'on a appris au niveau de l'aspect ressources? On voit très bien le diaporama, merci. On voit le diaporama, ok, parfait. Alors, justement, sur les ressources, ça fait bien le lien avec ce qu'ont pu présenter et Laurent et Sébastien, avec un enjeu de pillage des compresseurs. Donc, ça renvoie au fait de perdre des gaz, donc aux enjeux réchauffement climatique. Et d'un autre côté, ça renvoie aussi au fait qu'il y a de la matière qui est perdue, ou en tout cas qui est perdue pour la filière. Donc, ici, on va faire un focus plus sur les enjeux autour de l'épuisement des ressources fossiles et l'épuisement des ressources minérales. Pour commencer sur l'épuisement des ressources fossiles, là, vous voyez, c'est le même type de graphique qu'on avait tout à l'heure sur le réchauffement climatique. Donc, vous voyez, on a à peu près le même profil que pour les enjeux climat, les premiers enjeux climat qu'on voyait, avec ici des forts bénéfices, des très forts bénéfices liés au recyclage de la matière, des impacts qui sont à peu près la moitié des bénéfices, et donc le total qui est très positif pour l'environnement. Et ici, on a à peu près la même répartition avec les différents tonnages que l'on peut récupérer. Si on regarde, si on compare pour une tonne de chacun des flux, on a à peu près pareil le même profil que tout à l'heure, si ce n'est que ici sur les bénéfices, il y a quand même un point intéressant à regarder, à analyser en plus, c'est qu'on voit que notamment sur les petits appareils en mélange, on augmente les bénéfices à la tonne. Et ça, c'est lié au fait que dans ce cas-là, dans le cadre de cet indicateur-ci, les plastiques jouent aussi un rôle plus important, puisque les plastiques, en recyclant les plastiques, non seulement on évite effectivement toutes les consommations d'énergie qui seront nécessaires pour produire du plastique vierge, mais aussi on évite tout simplement la matière vierge qui sert à fabriquer le plastique vierge. Donc là, il y a un enjeu plus important qui permet de mettre en valeur l'importance aussi de pouvoir recycler du plastique et de pouvoir le recycler pour qu'il atteigne des niveaux de performance et de technicité qui soient équivalentes à du plastique vierge pour pouvoir le substituer. Maintenant, si on fait un focus sur les ressources minérales pour le coup, on a un profil qui est complètement différent. Vous voyez ici à gauche des bénéfices qui sont très, très importants, des impacts qui sont quasiment nuls, puisqu'en fait, on consomme très peu de ressources minérales, sauf pour les machines ou pour quelques petites poutres de perlimpinpin à remettre éventuellement dans les matières, mais c'est tout. Et donc, au final, le bénéfice que l'on récupère est extrêmement important sur ces matières-là, sachant qu'ici, dans cet indicateur, ça permet d'aller un peu plus, de montrer une autre facette de l'enjeu ressources minérales, en introduisant ici une notion de rareté aussi de la ressource. C'est-à-dire que c'est pas l'équivalent d'un taux de recyclage qui regarde en volume les matières qu'on a pu recycler, c'est plus équivalent d'un taux de récupération des matières qui sont rares ou qui vont poser des enjeux de criticité plus tard. Et on voit ici dans les bénéfices que en fait, c'est le flux des petits appareils en mélange qui apporte beaucoup de bénéfices, notamment parce que dedans, il y a des cartes électroniques ou des composés qui contiennent des ressources rares, de l'or, de l'argent, des platinoïdes, des ressources rares ou critiques. Et donc, ça, c'est pris en compte dans cet indicateur-là et ça met vraiment l'accent
pour le fait de bien pouvoir récupérer ces ressources-là. Et si on regarde justement à la tonne, vous voyez ici, ça se voit très clairement, il n'y a quasiment aucun impact lié à la chaîne de recyclage, donc de toutes les étapes de la chaîne de recyclage. Par contre, des bénéfices très importants qui se trouvent en particulier sur les petits appareils en mélange et aussi sur les écrans, donc qui vont pouvoir avoir des cartes électroniques notamment qui sont assez riches en matières rares. Donc le fait de les récupérer, ça apporte vraiment des bénéfices environnementaux. Bien, merci vraiment pour ces éléments, ça éclaircit quand même pas mal le propos. On a quelques questions, mais qui sont très spécifiques, qu'on traitera peut-être à la fin. Enfin, qu'on traitera à la fin, excusez-moi, c'est pas peut-être, on va les traiter. Moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être interroger Alice et Marianne un petit peu sur des aspects plus spécifiques, plus liés au niveau du recyclage, d'où on en est. Donc, tout d'abord, peut-être c'est à Alice, où est-ce qu'on en est concrètement sur le recyclage des métaux aujourd'hui? Parce qu'on a tendance à dire oui, les métaux sont recyclables, il n'y a pas de souci, etc. Est-ce qu'on peut avoir un point particulier de où en est la filière? Donc la filière sur les biens d'équipement électronique, récupération des métaux, pour être spécifique. Alors effectivement, on est concerné par ce sujet puisque il y a beaucoup de métaux dans les équipements électriques et électroniques. Alors effectivement, il y en a une partie qu'on va dire les métaux de base qu'on sait recycler, ça c'est vrai. C'est les métaux, notamment les métaux ferreux, avec voilà, le fer, l'inox, qu'on va très facilement retirer avec ce qu'on appelle des overbands, des gros aimants. On va avoir tout ce qui est métaux non ferreux, typiquement aluminium, cuivre, où là aussi, on a des procédés qui sont maîtrisés et qui nous permettent d'extraire plus ou moins facilement ces métaux. On a aussi bien sûr les métaux précieux, principalement présents dans les techniques, mais là aussi, c'est quelque chose que l'on sait faire depuis longtemps pour des raisons principalement économiques, évidemment. Mais donc, c'est des métaux qu'on sait bien recycler maintenant. Mais il y a beaucoup d'autres métaux dans les D3E, dont des métaux très intéressants qu'on appelle des métaux critiques. Et donc, ces métaux, alors déjà, juste pourquoi critiques? La criticité, c'est un terme qui a été, qui commence à être un petit peu connu maintenant. Pour autant, il vient de la Commission européenne qui a établi, il y a quelques années maintenant, une liste de métaux critiques pour l'Europe. Et la criticité, elle va combiner à la fois l'aspect stratégique du métal, c'est-à-dire pour les besoins les besoins, sa vulnérabilité économique, on va dire. Et puis, la criticité, va aussi prendre en compte les restrictions d'approvisionnement, les risques d'approvisionnement. Et donc, ces deux facteurs combinés vont permettre d'évaluer la criticité d'un métal par rapport à un acteur économique. Souvent, nous, dans nos projets, et quand on utilise ce terme métaux critiques, on va se référer à la liste établie par la Commission européenne. Et alors pourquoi écosystème, pourquoi on parle de métaux critiques? Parce qu'il y en a partout. C'est ce qui permet la plupart des fonctionnalités des équipements électriques et électroniques. Et on va retrouver, alors c'est des noms un petit peu exotiques qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais voilà, on a du tantal dans les condensateurs de certaines cartes électroniques, on a de l'indium, on a du néodyme, praséodyme, diprosium, tout ça dans des aimants de disques durs ou de haut-parleurs. On va avoir, tu peux avancer Lorraine, on va avoir des métaux aussi critiques dans tout ce qui est lampes, LED, des terres rares, du germanium, l'indium et également dans les écrans plats. On en retrouve vraiment partout, mais malheureusement à l'heure actuelle, on n'a pas ou très très peu de technologies au niveau industriel qui permettent de les recycler. En tout cas, il faut bien connaître son tableau de Mendeleïev pour s'y retrouver là. C'est On ça. a quand même des éléments particuliers. Donc, si je comprends bien, les métaux principaux ferreux, non ferreux, bon, c'est plus ou moins traité. Et par contre, on a des matériaux métaux critiques. Et là, il faut un travail plus particulier. C'est bien ça? C'est ça. Bon, alors, je regarde Marianne parce que les plastiques, pour le coup, je parlais de changement climatique, c'est dans l'actualité, mais les plastiques, j'ai l'impression qu'on est aussi bien dans l'actualité, puisque pas mal décrié, etc. Mais on en est où aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on est capable de recycler ou pas? Quels sont les freins sur cette matière, ces résines? Oui, alors les plastiques dans les D3G représentent quand même une part importante.
donc représente quand même entre 17 et 20% de la totalité des flux. Donc voilà, c'est une fraction quand même qui a un impact sur le recyclage. Ce que disait Lorraine tout à l'heure, c'est qu'on collecte par flux, donc on traite les plastiques par flux. Et malgré ce traitement par flux, on est confronté quand même à une très grande hétérogénéité de matrices au sein de chacun des flux, ce qui complexifie vraiment le recyclage parce qu'il faut les trier et il faut aller vers des tris très fins. Parce que recycler une matrice, ça veut dire qu'il faut l'isoler et qu'elle soit relativement pure. Très compliqué dans le mélange nous auquel on a affaire. Donc là, on illustre voilà, un petit focus sur le flux du GEM hors froid, qui n'est pas le flux le plus compliqué en soi par rapport à l'hétérogénéité parce qu'il est constitué essentiellement de polypropylène. On a quand même un peu de PS. Par contre, alors il n'y a pas de charge non plus de retardateur de flamme bromé dont on parlera, j'en parlerai un peu plus précisément tout à l'heure, mais par contre, il est caractérisé par la présence de charges que sont la fibre de verre ou le carbonate de calcium qui rendent compliqué aussi le recyclage. Donc voilà, ça c'est un petit point d'attention sur ce flux. On peut passer au flux de GEM froid. Alors, le flux de GEM froid, de la même façon, il est plutôt homogène, contrairement au flux PAM, CRT, écran plat, parce que là, on va retrouver du PS majoritairement, avec un peu de PP. Voilà, donc ça, c'est le flux qui est peut-être le plus simple aujourd'hui à recycler pour nous, malgré quand même la présence d'une part de plastique qu'on appelle le polyuréthane. C'est une mousse, en fait, qui isole le cabinet tout l'équipement pour pas perdre le froid. Et la problématique, c'est que c'est un thermodure. Donc, effectivement, là, on travaille sur des filières pour essayer de trouver des solutions de valorisation et de recyclage de cette matrice qui, aujourd'hui, envoyée essentiellement en combustible solide de récupération. Donc, il y a une valorisation énergétique sur cette fraction pure qui représente quand même 15% de l'équipement. Et pour passer sur le flux PAM par la suite, alors qui ressemble celui-ci beaucoup au flux écran plat et écran CRT, je vais plutôt faire un focus sur le PAM. Et là, on est confronté à un flux qui est une vraie hétérogénéité dans les matrices, dont l'exercice pour nous va consister à faire le tri pour sortir les plastiques majoritaires que sont l'ABS, le PSHIPS et le PP. Qui représentent 46% du flux. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une marge importante quand même à faire pour aller trier le plastique restant, ou en tout cas essayer de valoriser. Alors, on est confronté à des problématiques parce qu'il y a l'hétérogénéité bien sûr, mais la particularité aussi du flux PAM comme des écrans, c'est qu'ils sont additivés avec des retardateurs de flamme bromée. Alors, pour certains, ça va parler parce que c'est des obligations pour des normes de sécurité. Les metteurs en marché sont obligés de mettre ça dans les plastiques pour retarder la prise de feu des équipements, parce que voilà, ils sont soumis à des surchauffes. Donc voilà, pour limiter les départs d'incendie. Sauf que nous, quand on se retrouve en fin de vie avec ces équipements qui ont été mis sur le marché il y a 15 ans, avec des réglementations de substances qui étaient autorisées à l'époque, nous on se retrouve avec un décalage de 10 à 15 ans avec des substances qui sont bien souvent maintenant blacklistées, interdites et qu'on ne peut pas remettre dans le circuit. Donc il est important de les extraire et de les éradiquer de la surface de la Terre bien souvent parce qu'ils peuvent être qualifiés de polluants organiques persistants aussi. La réglementation s'est renforcée sur certaines de ces substances additives. Donc voilà, il est nécessaire de les trier et pour l'instant, ces plastiques sont envoyés en incinération déchets dangereux. Et bien évidemment, les réglementations évoluent. Il y a des efforts aussi de substitution par les metteurs en marché de remplacer ces substances interdites aujourd'hui par de nouvelles. Donc là, on voit dans les campagnes d'analyse que en 6 ans, on se retrouve avec des substances qui sont quand même moins problématiques. Donc, ce qui ouvre aussi la voie à peut-être repenser des voies de valorisation pour ces plastiques chargés en retardateur de flamme dans le futur. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce point rapide plastique. Merci pour ces éléments, Marianne. Et alors, je me souviens parce que lors d'un dernier webinaire qu'on avait fait avec Écosystème, on avait Olivier Gabu, donc responsable des matières plastiques issues de l'économie circulaire chez Legrand,
et qui nous disait en aparté qu'effectivement, sourcer des matières premières recyclées de bonne qualité, c'était important pour faire de nouveaux produits. Et puis, il nous disait, bah oui, il y a un truc qui est intéressant, c'est dans les réfrigérateurs, quand les GM froids, c'est ce qu'il y a à l'intérieur parce que, en fait, c'est à l'abri de la lumière, on sait à peu près ce qu'il y a dedans, et c'était au froid, donc on a des matrices qui sont assez homogènes derrière. Donc, ça rebondit un petit peu avec le besoin des industriels de sourcer ces matières pour faire intégrer du recyclé à l'intérieur. Alors, pour la suite, moi, je me pose la question. Là, on a fait un état des lieux et finalement, si je reviens sur la partie métal, Alice, quelles sont les perspectives? On a vu un peu ce qu'on est capable de faire. On a vu qu'il y a des matériaux critiques, mais est-ce qu'il y a des orientations, des R&D qui sont faites chez Ecosystem qui vont nous permettre d'aller plus loin sur ces éléments-là? Alors oui, évidemment, c'est pas parce que j'ai dit qu'à l'heure actuelle, on n'arrivait pas à les recycler qu'on ne cherche pas à le faire. Au-delà de leur criticité, on a bien vu avec Lorraine que le bilan environnemental, si on recycle des métaux, et notamment des métaux critiques, pouvait être amélioré grâce à ce recyclage. Donc, fort de ces deux constats, on travaille sur plusieurs aspects. On travaille déjà pour améliorer le recyclage de ces matières qui est peu ou pas existant, à deux niveaux. Un premier niveau plus amont avec la chaire mini-urbaine qu'on finance, qui vise à explorer des nouvelles pistes de recyclage de ces métaux. Alors, pourquoi ils sont compliqués à recycler? C'est parce qu'ils sont, ils sont très présents, mais ils sont un petit peu partout et en très faible quantité et parfois mélangés entre eux, ce qui rend vraiment leur extraction sélective très compliquée. Donc, comme je l'ai dit, on explore des pistes très amont au niveau laboratoire, que ce soit, voilà, par exemple, vous avez des exemples, la biolixiviation des cartes électroniques, le traitement par plasma pour extraire le tantal, le recyclage aussi des lampes LED qui va devenir un enjeu, l'extraction de l'antimoine également, que ce soit dans les plastiques, les cartes électroniques. Tout ça, ce sont des pistes qu'on traite dans la chaire mini-urbaine, mais on va aussi regarder des projets plus appliqués directement avec des industriels. On va les aider, les accompagner dans leurs projets, et on a notamment lancé un appel à projet en 2018 pour financer des projets qui visent à mieux valoriser les cartes électroniques qui concentrent une grande partie des métaux critiques que j'ai cités précédemment. Et donc voilà, le but, c'est toujours d'aller vers des nouvelles solutions qui permettent d'améliorer le bilan environnemental et d'améliorer le recyclage de ces métaux. On ne va pas regarder uniquement l'aspect recyclage de ces matières. En fait, il y a un autre aspect qui est très important et qu'on oublie parfois, c'est l'aspect connaissance du gisement, mesure, analyse. Parce que si on ne connaît pas les gisements potentiels dans les flux que l'on collecte, on va avoir du mal à estimer la bonne technologie, la bonne installation qu'il faudra ensuite pour traiter ces métaux. Et donc, on a tout un tas d'études et de projets qui visent aussi à mieux connaître et à mieux appréhender ces gisements de métaux. Donc là encore, on travaille avec la chaire sur des nouvelles méthodologies pour échantillonner et pour mieux mesurer en fait les quantités de ces métaux présents dans les différents composants électroniques qu'on peut collecter. On va participer à des projets européens tels que Prosoum ou Futuram qui sont mentionnés, qui visent là aussi à quantifier les stocks, les flux et à prédire un petit peu comment ça va se passer dans les 20-30 ans à venir pour avoir de la visibilité sur ces gisements de métaux critiques. Et nous-mêmes en interne, on va mener différents projets, là encore, pour vraiment connaître, mesurer les quantités, alors de tout un tas de matières, mais dont les métaux critiques qu'on collecte dans les différents flux. Donc on ne fait pas rien, il y a de belles perspectives, c'est simplement que voilà, on est encore au niveau recherche sur cette thématique de recyclage des métaux critiques. Donc des belles opportunités hein, qu'on voit là sur les différents projets. Mais Marianne, alors du côté plastique, est-ce qu'on a autant d'opportunités? Qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui?
Alors, sur les plastiques, comme je vous le disais, on est confronté à des fractions qui sont problématiques à recycler. Donc, j'ai parlé de la mousse polyuréthane, tous les flux de plastique qu'on n'allait pas chercher, en fait, parce qu'ils étaient trop hétérogènes. Donc, on se retrouve avec un mix plastique hétérogène et on se retrouve aussi avec cette fraction chargée en retardateur de flamme bromé problématique. Donc, effectivement, là, aujourd'hui, une des options qui est vraiment beaucoup à l'étude par beaucoup de filières et le recyclage chimique en fait. Donc en fait, vous avez peut-être pour certains d'entre vous assisté à un webinaire qu'on a mené le 18 juin 2021, enfin voilà, le 18 juin passé là, pour présenter en fait les résultats d'une étude qu'on a menée avec bureau d'études extérieures, thermiciens et spécialisé aussi dans la mesure du bilan environnemental de ces solutions de recyclage chimique, pour faire un état de l'art des technologies disponibles et voir si ces technologies avaient un intérêt pour être appliquées au plastique de D3E. Donc voilà, on vous enverra le lien et puis si jamais vous voulez regarder tout ça et puis le rapport. Donc effectivement, le recyclage chimique peut être une solution pour craquer du coup les molécules plastiques pour pouvoir les recycler, donc revenir à l'état vraiment basique de ces molécules, à l'état de pétrole, de gaz, d'huile. Et puis, par la même occasion, parler de recyclage de métaux stratégiques, mais il faut aussi savoir que dans certaines de ces matrices, eh bien, il y a des retardateurs de flamme bromée, mais il peut y avoir aussi des synergistes en fait, qui sont additivés aux retardateurs de flamme bromée pour actionner l'action des retardateurs de flamme bromée. Et ce sont comme la molécule de trioxyde d'antimoine, alors là on va rentrer dans les petits noms encore, mais on se dit que peut-être que le recyclage chimique aussi peut être une solution pour non seulement recycler les matrices, mais aussi aller chercher les additifs qui peuvent parfois être stratégiques. Donc ça, c'est pas simple, hein, le recyclage chimique, c'est pas un gros chaudron dans lequel on met tout et puis ça ressort comme on l'entend. Il y a des préparations en amont. Il faut mesurer l'aspect aussi du bilan environnemental de cette solution qui est loin d'être si évidente que ça et positive. Et puis l'aspect économique bien sûr de toute cette solution. Mais voilà, c'est à l'étude, ça peut être une solution. En tout cas, on veille sur tous ces sujets de recyclage chimique. Donc ouais, on le voit, hein, on met beaucoup d'espoir dans le recyclage chimique, mais avec encore des questions en suspens, hein, notamment sur la partie bilan environnemental, donc des études en cours. Donc je vous ai mis les éléments de lien via le chat, donc vous pouvez récupérer, parce que c'est pas forcément difficile de le récupérer comme ça, donc la vidéo, le rapport, vous avez le lien vers le rapport et vers le diaporama qui avait été présenté. Alors, merci à toutes les deux. Marianne, Alice, je ne sais pas si vous avez le temps de rester avec nous pour les questions. J'avais encore un point à traiter avec Lorraine. Mais en tout cas, merci pour tous ces éléments. Ça nous a bien éclairci sur ces aspects-là. Moi, en tant que directeur du pôle éco-conception, le recyclage, c'est bien, mais est-ce qu'on peut pas faire de la prévention à la source aujourd'hui sur les biens d'équipement électrique, électronique? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors effectivement, ici, ce qu'on a montré, c'était vraiment très axé autour du bilan environnemental de la filière. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces conclusions à l'échelle en tout cas des activités que pilote Écosystème, est-ce que ça peut être transposé dans un cadre plus d'éco-conception et de fabrication de produits? Alors oui, évidemment, il y a des passerelles. On voit très clairement qu'il y a des grands enjeux au niveau du recyclage qui, donc, pour partie, peuvent être levés par de la recherche, par de l'innovation sur les process de recyclage, et c'est ce que viennent de présenter Alice et Marianne. Mais il y a aussi des éléments, on sait qu'à court terme, à moyen terme et même parfois à long terme, les techniques de recyclage ne permettront pas forcément de lever les problématiques. Et donc, c'est là où on peut faire la passerelle avec l'éco-conception des équipements. Donc, on a extrait ici quelques recommandations clés en termes d'éco-conception qui font bien le lien avec ce que l'on vient de voir juste avant. Mais sachez que on a un panel de recommandations d'éco-conception que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Je crois que Samuel va mettre le lien dans le chat. Et donc ici, si on prend les trois grandes recommandations qui font le lien avec ce que l'on vient de voir précédemment,
Il y a bien sûr le premier enjeu qui est autour des matières qui sont sélectionnées, puisque dans un produit, en fonction des matières qui sont mises à l'intérieur, ces matières en fin de vie pourront ou pas être recyclées. Donc, si ces matières ne sont pas recyclables au regard de la filière, et parfois on peut avoir des surprises, le verre par exemple, dans le cadre de la filière et dans les petits appareils électroménagers, on ne peut pas forcément le recycler parce qu'il est présent en très petite quantité. Ça n'aurait pas forcément de sens d'un point de vue environnemental et économique de mettre en place une récupération de ce verre-là, par exemple. Et donc, ces matières-là, si elles ne sont pas recyclées, ça veut dire qu'il va y avoir des impacts qui vont quand même être liés au fait que l'on récupère les D3E qui contiennent ces matières. Donc, malgré tout, ces matières sont transportées, doivent être éliminées, etc. Et au regard de ça, il n'y a aucun bénéfice environnemental qui est apporté puisque la matière n'est pas forcément recyclée et parfois ne peut même pas être valorisée énergétiquement. Donc vraiment dans le choix des matières, à la fois dans les plastiques, mais aussi globalement dans certaines matières qui sont des perturbateurs du recyclage pour la filière. Dans le cas spécifique de la filière des D3E. Un deuxième gros enjeu, ça fait vraiment écho à ce que vient de montrer Marianne, c'est sur les charges et sur le fait d'intégrer des retardateurs de flamme bromée. On a exactement le même enjeu. S'il y a des matières qui contiennent beaucoup d'additifs, qui contiennent beaucoup de diverses substances et que ces matières doivent être éliminées ou sont éliminées au cours du process de traitement, eh bien, non seulement leur traitement, leur élimination va avoir un coût énergétique, en particulier quand il faut traiter en unité d'incinération des déchets dangereux, par exemple, un coût énergétique, un coût CO2, même si ça reste important de le faire pour pouvoir éliminer les substances qui sont à l'intérieur. Mais en regardant les autres indicateurs, par exemple CO2 ou ressources, eh bien, on aura des impacts et en face, aucun bénéfice environnemental puisque la matière ne viendra rien substituer. Et puis enfin, dernier point pour aller vite, mais vous avez tout le détail sur les fiches de bonne pratique sur notre site internet. Si on regarde les cartes électroniques, on l'a vu tout à l'heure, il y avait l'indicateur sur les ressources minérales qui était très important. Cet indicateur-là, en fait, on voit bien que le fait de pouvoir récupérer des matières qui sont rares, notamment des métaux critiques, enfin, qui ont une certaine criticité, et de pouvoir bien les recycler, même si c'est des toutes petites quantités, ça va jouer énormément sur justement le rôle qu'on peut avoir pour lutter contre l'épuisement des ressources. Donc ici encore, au niveau des produits, donc pouvoir travailler les cartes électroniques de manière à ce que dans le process de recyclage, elles puissent être facilement extraites et qu'elles ne passent pas par des cycles de broyage où on perd progressivement ces ressources rares qui sont apposées sur les cartes. Ça fait aussi pour mettre en perspective avec des sujets ou des techniques comme la plastronique, on voit que finalement le plastique et l'électronique viennent être presque mixés ensemble. Donc c'est plus on a une carte électronique d'un côté et des pièces plastiques, mais finalement on a la partie électronique qui est directement apposée sur le plastique. Ça pose clairement des questions. On sait qu'à court terme et même à moyen terme, ça va être difficile au vu de la façon dont on recycle les D3E et les techniques qui sont disponibles aujourd'hui pour recycler les D3E. Ça posera probablement des questions et des gros challenges pour pouvoir séparer et récupérer encore ces métaux qui peuvent être, enfin ces métaux rares. Voilà en 2 mots, et le temps file très très vite, donc je vais m'arrêter là sur la partie éco-conception. Mais donc pour mettre un peu en conclusion et en perspective de tout ça, la démarche d'écosystème, là on vous a présenté notre bilan environnemental sous la forme d'une étude. Donc le bilan environnemental des activités de 2020, c'est les chiffres qu'on a présentés. Mais il faut savoir que en fait, l'objectif aussi pour nous, c'est qu'on puisse utiliser vraiment ce bilan environnemental et ces analyses environnementales pour nous aider à prendre des décisions, à choisir parmi les voies de recyclage possibles, à choisir parmi les plus vertueuses. Et ça fait écho vraiment, et puis à identifier aussi les leviers d'action qu'on a pour améliorer encore plus l'empreinte environnementale. Et ça fait donc écho au fait que aussi Écosystème, peut-être vous l'avez vu passer, est devenu entreprise à mission depuis juin cette année. Et donc, dans le cadre de l'entreprise à mission et de la raison d'être qu'Écosystème a décidé, il y a donc des engagements sociaux et environnementaux qui ont été pris avec, vous voyez ici, les 2 premiers engagements qui sont liés à notre entreprise à mission, qui sont donc relatifs aux ressources fossiles minérales et puis à la protection de l'environnement, en particulier CO2 et puis les enjeux santé.
Voilà. Merci. On a été trop ambitieux, je pense, sur l'agenda de ce webinaire, mais bon, on était avec beaucoup de contenu. Alors, effectivement, j'ai eu quelques questions sur la réduction à la source, que le recyclage, bah, ce n'était pas ce qu'il fallait forcément toujours, on va dire, c'était pas la solution à tout. Hein, on doit bien être sur des modes de production et de consommation qui soient différents. Donc, on va pas traiter de ces questions-là, ou si vraiment il y a des aspects particuliers, je laisserai Lorraine et ses équipes y répondre après, puisqu'on les aura dans le compte rendu. Ma question, j'ai plusieurs questions pour aller vite, parce que ça n'a pas été forcément clair pour tout le monde. Qu'est-ce qui est dans le scope d'action de l'écosystème entre la récupération jusqu'aux matériaux recyclés? Qu'est-ce que fait l'écosystème? Vous allez jusqu'où sur la filière? Ça, c'est la première question. Puis après, j'irai sur des questions un peu plus techniques. Oui. C'est une bonne question parce que justement, au regard de tout le périmètre qu'on prend en compte, c'est une bonne question à poser. Écosystème donc travaille avec des opérateurs qui vont pouvoir faire toutes les étapes de logistique, toutes les premières étapes de traitement et de dépollution des équipements. Et ensuite, il y a toutes les filières aval. Alors sur ces filières aval, on n'est pas forcément en contrat direct avec donc les opérateurs qui vont pouvoir faire les dernières étapes sur les filières aval. Par contre, avec les travaux de recherche et puis avec le regard qu'on peut avoir, on peut quand même orienter le choix des filières aval et notamment le développement de nouveaux exutoires aussi. Donc là, le scope qui est pris en compte dans le bilan environnemental, c'est vraiment l'ensemble, mais donc ça va plus loin que juste les acteurs avec lesquels on contractualise vraiment en direct pour mener les premières étapes en fait de recyclage. Très bien. Alors justement, j'en profite pour rebondir là-dessus sur les exutoires. Dans l'étude qui a été faite, comment a été comptabilisée on va dire la valorisation énergétique? Et quelles sont en fait les filières aujourd'hui? Est-ce que c'est de la cimenterie, c'est dans des centres spécifiques de déchets dangereux et autres? C'est plus ou moins aussi en lien avec la problématique des halogènes qu'on a dans les plastiques, hein, j'imagine, derrière. Oui, alors ça, je laisserai peut-être Marianne après compléter, mais juste donc pour le regard sur la partie bilan environnemental, on a été regarder pour chacune des matières, donc il y a une différence suivant les matières considérées, quel était l'exutoire, est-ce que ça va plutôt vers du recyclage, est-ce que ça va plutôt vers de la valorisation énergétique, et si ça va vers de la valorisation énergétique, vers quel type de valorisation énergétique ça peut aller. Et donc ça, c'est intégré dans la modélisation, avec du coup des gains ou des impacts environnementaux qui peuvent être un peu différents suivant vraiment cette destination finale qu'on peut avoir. Alors, Marianne, peut-être un point sur la problématique plastique et incinération? Je pense que Lorraine a dit le principal. Après, il faut quand même, je pense que sur le bilan environnemental, on va pouvoir encore affiner les résultats parce qu'aujourd'hui, on caractérise assez finement les plastiques qui sont destinés au recyclage, bien sûr, et tout ce qui est envoyé en élimination, on a beaucoup moins de besoins, en fait, hein, jusqu'à présent. Mais maintenant qu'on va vraiment sur le bilan environnemental et affiné, on va caractériser également les plastiques qui sont destinés à l'élimination. Donc ça, c'est prévu dans les mois à venir qui viennent pour vraiment connaître le type de charge, le type de matrice qu'on retrouve dans ces fractions, parce que c'est vrai que ça va affiner aussi le bilan. C'est quelque chose qu'on peut ajouter. Sinon, Lorraine, je vois que c'est à peu près tout. Et comme je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, ces fractions sont envoyées vers du recyclage, enfin de l'incinération de déchets dangereux, mais en fonction de leur évolution de composition aussi. Ce qu'on veille à faire à fréquence régulière, on analyse ces plastiques et on compare avec la réglementation du moment et effectivement, ces filières peuvent également être considérées. Ok, alors après, c'est un peu plus technique, c'est plutôt sur les méthodes de calcul et les règles d'allocation qui ont été utilisées dans l'étude pour rapport au bénéfice du recyclage en fin de vie des biens d'équipement électriques et électroniques et par rapport à la réutilisation dans d'autres produits de la matière recyclée. Comment ça a été fait et surtout, est-ce que ça a été réalisé en phase ou aligné par rapport aux préconisations du PEF? Alors, je ne sais pas s'il y a un PEF spécifique, si oui, si vous pouviez le citer.
Je vous pose à toutes les trois, hein. Je ne sais pas qui peut répondre sur cette partie-là. Alors, la meilleure réponse et la plus rapide, ce sera d'aller voir notre grosse synthèse méthodologique sur tout le travail, notamment de développement de la base de données d'inventaire de cycle de vie. Elle est accessible via le premier lien qu'a partagé Samuel, qui renvoie justement à notre base. Donc, vous avez une synthèse méthodologique très courte et puis vraiment accès à la synthèse globale avec là où tout est détaillé. Et on a aussi remontre les destinations finales qui peuvent être considérées dans l'analyse. Et met aussi ça en regard des différentes réglementations ou différents référentiels qui peuvent exister, donc le PEF, mais pas que, il peut y avoir aussi d'autres référentiels. Là, l'objectif est donc, pour essayer de faire en 2 mots, dans les bénéfices qui sont présentés, on considère, c'est pas une analyse de cycle de vie là qu'on fait, c'est vraiment un focus sur la fin de vie des équipements et du coup des bénéfices. Donc c'est pas forcément, il n'y a pas forcément de référentiel qui existe aujourd'hui pour modéliser cette grosse étape. Voilà. Mais pour tous les détails, et puis on pourra en discuter, faut pas hésiter, mais on pourrait rentrer très loin dans les détails. Mais il y a beaucoup d'informations déjà dans la synthèse méthodologique. D'accord. Alors après, j'ai des points plus particuliers par rapport sur la partie études. Quels sont les 3 ou 4, alors je reprends la question exactement, les 3 ou 4 minérales principales qui ont été considérées dans l'étude. Alors c'était, je pense, sur les métaux, j'imagine. Enfin, qu'est-ce qui ressort? Alors, je pense, du coup, si je comprends bien la question, je pense que ça fait notamment référence aux indicateurs sur les ressources minérales qu'on a considérés. Donc, il y a notamment entre, mais pas forcément uniquement, tout l'or, l'argent, les platinoïdes qui sont modélisés. Après, bien sûr, on a le cuivre, etc., la lime et tous les métaux qu'on peut retrouver en plus grande quantité aussi dans les équipements. Ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, donc la liste l'a très bien montré, mais aujourd'hui, il y a potentiellement d'autres matières, d'autres métaux critiques dans les équipements qu'on pourrait être amené dans le futur à récupérer. Aujourd'hui, ils sont pas forcément intégrés dans l'analyse, puisque ce sont des quantités très fines et qu'on n'y récupère pas forcément encore aujourd'hui. D'où l'importance de la recherche sur ce sujet-là. Justement, j'ai plusieurs questions un peu sur les parties métalliques. Alors, une qui est plus ou moins directe. Alors, je ne sais pas si Alice, vous avez les réponses, mais c'est la partie des céramiques aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un recyclage qui est dessus? Alors, les ferrites, composants magnétiques notamment, c'est la question que vous m'avez posée. Puis une autre question, les métaux, est-ce qu'on peut les recycler à l'infini ou est-ce qu'il y a une pollution des métaux ou des choses qui font qu'à partir de plusieurs cycles de recyclage, ils ne sont plus réutilisables? Alors, pour ce qui est de la première partie de la question, pour ce qui est des céramiques, j'ai pas forcément bien compris. Nous, on va dire dans les métaux, on va avoir tous les métaux que je vous ai listés à peu près. Si la personne peut préciser sa question sur ce qu'elle entend par céramique ou on pourra peut-être y répondre, ou peut-être je vous laisse les filles si vous avez plus de pistes. Pour ce qui est des autres métaux, alors les métaux ferrites, les choses comme ça, tout ça, on va chercher à les recycler si ça ne l'est pas dans les projets de recherche. Donc après, on va toujours combiner, on va pas juste faire de la recherche pour de la recherche. Le but, c'est de trouver d'abord, en priorité, les voies de recyclage les plus pertinentes d'un point de vue environnemental et puis d'un point de vue de marché. Il faut quand même, après, derrière, qu'il y ait un marché, qu'il y ait une reprise de ce métal qu'on va réussir à recycler. Donc, il faut travailler de manière intelligente avec aussi les industriels pour vraiment répondre à des besoins et pas juste chercher pour chercher. Donc voilà, ça concerne tous les métaux. Alors, juste, on a une précision, hein, donc c'était Alexandre. Il parlait principalement, alors pour le coup, des transformateurs des bobines avec des noyaux en ferrite. Donc la question était plutôt sur les ferrites.
Donc là, je suppose qu'on parle d'aimant, Oui, c'est ça, exactement. donc là, ça va être ce type de matière, par exemple, elle va du coup suivre le chemin des métaux ferreux la plupart du temps. C'est-à-dire que lors des différents procédés de séparation, eh bien, elle va être à un moment attrapée par l'aimant qui sert à séparer les matières ferreuses et elle va suivre ensuite la filière de recyclage des métaux ferreux à l'heure actuelle. Pour autant, on peut imaginer des projets de recherche qui viseraient à recycler l'aimant, enfin la partie ferrite entièrement dans un autre équipement, mais c'est pas le cas à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, ce sera du coup un métal qui suivra le chemin des métaux ferreux habituels. Alors, juste Alice, je ne suis pas sûr qu'on ait répondu à la question, est-ce que les métaux sont recyclables à l'infini? Voilà, ça c'était la deuxième partie de la question, donc j'y venais. Et donc, a priori, des recherches qu'on a pu faire, il n'y a pas de diminution de la qualité du métal au fur et à mesure de son recyclage. Donc, c'est pas comme les plastiques, on ne va pas être des informations qu'on a, on n'est pas limité en termes de boucle de recyclage sur les métaux. Le métal, on ne va pas faire la différence entre un lingot de cuivre issu de matière première et issu de matière secondaire. Ok. Alors après, j'ai un focus plus particulier sur les produits grand froid. Alors plusieurs choses. Peut-être qu'on n'a pas forcément bien compris, mais de la présentation, ce qu'on entend, c'est qu'on va jusqu'à 90% de récupération des fluides caloporteurs, des gaz. Est-ce que c'est bien le cas? Et l'autre question que j'ai là-dessus, c'est existe-t-il aujourd'hui une alternative viable aux mousses polyuréthane pour l'isolation? Thermique, hein, bien entendu. Alors, je ne sais pas, Marianne, si tu veux prendre la question sur les 90% d'atteinte, c'est vraiment le taux minimum de dépollution que doivent atteindre les sites pour que l'on puisse travailler pour que l'on travaille avec eux. Donc c'est pas le taux de dépollution maximum qu'on peut atteindre. Donc ça c'est quand même une bonne nuance. Et après il faut aussi savoir que quand on fait l'analyse justement du taux de captation des gaz par les sites, ça veut dire que pour pouvoir mesurer ces 90%, il faut connaître extrêmement finement quelle est la quantité de gaz qui sont dans les circuits que l'on va ensuite aller dépolluer. Et cette mesure est aussi présente des certaines incertitudes, on va dire, puisque c'est des équipements qui arrivent et donc on peut pas savoir. On peut estimer quelle va être la quantité de gaz présente dans ces équipements, mais pas forcément savoir extrêmement finement quelle quantité de gaz ça va être. Donc ça induit aussi de l'incertitude qui fait que dans le calcul de la performance, on peut avoir un petit taux qui a une certaine incertitude. Donc c'est pour ça on dit c'est 90% en prenant en compte ces incertitudes, 90% minimum de seuil à atteindre pour considérer que la dépollution est bien faite. Ok. Et sur les mousses, on a une solution là aujourd'hui ou on reste toujours sur des mousses expansées type polyuréthane? Alors aujourd'hui, majoritairement, on est encore sur cette technologie de mousse expansée. Donc on est quand même mis dans la boucle quand les metteurs en marché réfléchissent à des solutions alternatives. Donc on en a identifié quelques-unes qui aujourd'hui sont pas encore, de ce qu'on nous dit, les mousses polyuréthane ont encore de belles années devant elles. Les technologies après qui sont des feuillets un peu plus fines parce que l'objectif c'est toujours aussi de gagner un peu en place, en épaisseur, avec un dépit environnemental peut-être un peu meilleur. Voilà, c'est pas encore validé ou grand public, et les mousses polyuréthane, à ma connaissance, sont encore largement utilisées et peut-être encore dans le futur pour quelques années encore. Sachant que aussi d'un point de vue environnemental, il y a aussi une petite nuance, c'est que on peut utiliser des mousses sans les gonfler avec des gaz qui ont des pouvoirs de réchauffement climatique énormes. Aujourd'hui, la plupart des mousses sont gonflées au CO2. Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces mousses, c'est du CO2 qu'on va retrouver et c'est pas justement ces gaz très polluants dont on a pu parler au début. Donc la technologie mousse,
Voilà, et c'est ça. La technologie mousse a encore aujourd'hui avec ces gaz-là de belles années devant elle. Ok. Alors après, j'ai deux grandes questions qui me restent. Une qui est sur la filière, puis d'autres qui sont plus liées à la CV, aux inventaires du cycle de vie. Je vous propose de regarder la partie un peu filière dans un premier temps, puis de faire un CV après. Quelle est la proportion aujourd'hui des produits qui sont récoltés, qui sont traités en France et de ceux qui sont traités à l'étranger? Je parle pas du vol, hein, je parle une fois que ça rentre dans les. C'est ce que je comprends de la question. Une fois que c'est récupéré, écosystème, est-ce que vous exportez pour du traitement à l'étranger? Alice, peut-être Oui, sinon je vais répondre. Non, tout est. Alors, on a le flux, lorsqu'on le collecte, il va dans des centres de traitement, ce qu'on appelle de rang 1. Donc, le premier centre de traitement de rang 1, où a lieu principalement la dépollution, et la première partie du traitement est systématiquement en France. Pour ce qui est des flux ménagers et professionnels, pour ce qui est des lampes, on a deux centres de traitement qui sont situés en Europe. Et qui traitent donc à la fois des lampes ou des tubes. Mais voilà, donc ça va dépendre des flux collectés. Pour la grande majorité, on va être traité sur le territoire français. D'accord. Et alors, autre question, est-ce qu'il y a un endroit où on peut savoir la cartographie des centres d'enfouissement? Est-ce qu'on peut les retrouver quelque part? Alors, des centres d'enfouissement, là, ça va pas être. En tout cas, moi, j'ai pas la carte que vous proposez. Ce que j'allais proposer, par contre, mais c'était la carte de nos centres de traitement, justement, de l'ensemble des flux qui est disponible sur notre site internet. Donc là, vous pouvez voir la localisation exacte de tous les centres de traitement selon les flux qui sont donc en contrat avec Écosystème. Pour ce qui est des centres d'enfouissement ou d'élimination, d'incinération, là, j'ai pas cette information-là. Nous, on a uniquement l'information de ceux qui sont utilisés par les centres de traitement en contrat avec nous. Je ne sais pas si c'est une information que Lorraine, tu as par ailleurs, ou peut-être qu'elle peut se trouver sur Internet, mais on n'a pas cette carte-là à disposition. Ok. Je vais continuer, hein. J'enfonçais sur les centres d'enfouissement. Est-ce que vous confirmez que 100% des verres, enfin des pièces qui sont en verre dans le gros électroménager n'est pas valorisé par en enfouissement? Ah non, non, je confirme pas. Alors après, si Lorraine, tu veux ajouter quelque chose, tu me diras. C'est faux. Alors déjà, dans ce qui est en verre, dans le gros électroménager, principalement, ça va être les portes des lave-linges, les portes des sèche-linges, etc. Ça, on va pas avoir une extraction de cette fraction verre en soi. Elle va être mélangée avec les autres matières minérales qu'on retrouve dans ce flux, et notamment les blocs béton, puisqu'on a des blocs béton dans les lave-linges, qui servent à stabiliser la machine et qui donc vont créer une matière minérale. Et donc le verre, comme le bloc béton, une fois que ça va être broyé, ça va se retrouver dans une fraction minérale qui va être recyclée dans des filières de construction, en nouveaux matériaux de construction. Mais ça ne va pas aller en enfouissement. C'est une matière qui se recycle quand même relativement bien, tout ce qui est minéral. Donc ce serait Même dommage pour de les l'enfouir. vitrocéramiques, ça pose pas de souci? Vous les récupérez? Pour les matériaux de construction, ça ne pose pas de souci. Et la majorité de ce qui est minéral, quand ça va être broyé, ça va être séparé et ça va se retrouver donc en mélange. On va avoir les verres de Hublot, les verres vitrocéramiques, les blocs béton. Tout ça va former une matière minérale qui va servir après pour les matériaux de construction. Mais ça ne va pas gêner qu'il y ait du verre vitrocéramique ou du verre plat ou du béton dedans. C'est le mélange. Après, et là, voilà. Vas-y. pardon, et là, justement, on voit un peu la petite nuance. Peut-être la question faisait écho à ce que j'ai pu dire tout à l'heure, mais on voit un petit peu la petite différence. Ici, le verre que l'on recycle ne va pas forcément être travaillé et venir refaire du verre. Il ne va pas forcément être réutilisé pour faire du verre. Et c'est là où est toute la différence, c'est que l'utilisation qu'on va en faire, du coup, ce verre-là ne va pas forcément substituer du verre, donc apporter les bénéfices de la substitution du verre, mais va pouvoir apporter les bénéfices de la substitution d'autres matières qui auraient pu être mises à la place dans les blocs béton, etc. Et sachant que ça couvre aussi les gros équipements, mais dans le cadre des petits appareils en mélange, ça peut être aussi un peu différent et c'est moins facile de récupérer le verre parce que justement, on n'a pas cette fraction minérale aussi importante dans le flux des petits appareils en mélange. Tout à fait.
Ok, je vais libérer Alice parce que chacun a un rendez-vous Oui, et on va désolée. essayer de prendre les dernières questions. Je te laisse y aller, Merci, Alice. Alice. Très bien, merci. Voilà. Au revoir à Par contre, tous. Marianne, Lorraine, vous ne me laissez pas tout seul, hein. Là, on va rentrer dans les éléments qui sont plus liés en fait, à la reproductibilité de l'étude. Alors, première question, déjà les inventaires de cycle de vie qui ont été proposés hein, sur la matière recyclée, principalement plastique de mémoire, hein, pour qu'on puisse intégrer dans les ACV. Est-ce qu'elle est Toutes les reproduite matières, hein, toutes les matières. toutes les Les matières? D'accord. inventaires de cycle, sur la fin de vie, on a toutes les matières. Ouais. Excuse-moi, je crois que c'était parce qu'on avait fait un webinaire sur les plastiques, j'ai cru que c'était Oui, que les parce plastiques. qu'après, c'est vrai, on a travaillé d'autres données qui, elles, bon, je rentre pas dans le détail, mais qui, elles, sont plus pour dans une vision plastique recyclé que j'intègre dans mon produit. Donc, c'est plus la vision fabrication que la vision fin de vie. Mais bon, on va pas rentrer là dans le détail. Ok. Et alors, la question, est-ce que c'est des données qui sont, on va dire, reproductibles au niveau européen ou c'est des données uniquement pour la filière française? Alors, aujourd'hui, c'est des données qui sont pour pour la filière française, pour les activités pilotées par écosystème. Donc, c'est la filière française dans le sens où c'est les équipements qui sont collectés en France et qui sont traités en France. Maintenant, ce que l'on sait, c'est que globalement, les premières étapes, c'est ce que disait Alice tout à l'heure, toutes les premières étapes se font en France et après, on passe sur des étapes qui peuvent se faire, une fois que toute la dépollution des équipements a été faite, on passe sur des étapes qui peuvent se faire en Europe, voire dans le monde pour la régénération des matières. Donc, on sait que sur ces premières étapes représentatives de la France, c'est assez similaire avec ce qui se passe dans les autres pays européens. Ça peut faire des bons proxys pour ce qui se passe au niveau européen. Et puis après, dans la mesure où les matières rejoignent un marché européen, voire mondial, là, de la même façon, ce qui sera recyclé dans d'autres pays européens, ce sera à peu près similaire. Donc aujourd'hui, nos données, on va dire, peuvent être utilisées pour le cas de la France. Elles peuvent être utilisées comme proxy pour le cas de l'Europe. Il n'y a pas d'équivalent en fait de cette base de données d'inventaire de cycle de vie réalisée par d'autres pays européens. Donc c'est pour ça, dans les analyses de cycle de vie, on préconise aujourd'hui d'utiliser ces données-là parce qu'elles sont plus représentatives vraiment de la fin de vie des équipements électriques et électroniques et de toute la complexité et ces différentes étapes de la chaîne. Dans un futur, peut-être, il pourra être intéressant d'avoir des données un peu plus fines pour les autres pays européens. Voilà, mais dans une première approximation, c'est déjà beaucoup plus fort d'utiliser ces données-là françaises au niveau européen. D'ailleurs, j'ai cru comprendre, mais j'ai pas eu le document encore, que sur les Specific Product Category Rules sur les luminaires, on allait préconiser les données justement pour la fin de vie de l'écosystème. Le document n'étant pas paru, c'est ce que j'ai entendu, hein. Alors, ça fait écho effectivement au référentiel du PEP EcoPasseport, qui peut être utilisé justement pour faire des analyses environnementales de produits et ensuite des déclarations environnementales de produits. Il y a donc là, je ne m'avancerai pas sur les calendriers parce que je ne suis pas dans le groupe de travail, mais il est prévu qu'il y ait une révision du référentiel en cours, donc pour une publication d'une V4 de ce référentiel pour faire les PEP EcoPasseport, qui ensuite après sont déclinés en référentiel sectoriel, donc par exemple sur les luminaires. Et effectivement, sur la fin de vie, c'est ce que l'on a pu voir avec eux, et sur la modélisation de la fin de vie, les données d'écosystème sont préconisées, notamment pour le cas de la France, parce que ça représente de manière beaucoup plus fine ce qui se passe au niveau du recyclage par rapport aux données qui pouvaient préexister jusqu'à présent. Ok, alors on va essayer de prendre les dernières questions à la volée. Il y a un point quand même sur ce qu'on a vu. On sait qu'il y a une révision en cours de la directive Ecodesign au niveau européen. Et la question, c'est est-ce que cette révision ne va-t-elle pas imposer des taux de matières secondaires et les supérieurs? Et est-ce que les gisements seront suffisants? Alors, il me semble que peut-être on pourra renvoyer le lien sur l'intégration du recyclé. Il y a eu un webinaire dessus, mais peut-être un élément de réponse. Alors c'est dommage qu'Edouard soit pas là hein, parce qu'il aurait beaucoup plus d'expertise que moi, en tout cas sur cette question-là. Après, il faut voir aussi que donc là on parle de la filière des D3E. On n'est pas du tout la seule filière de recyclage, ni en France ni en Europe.
et que certaines matières peuvent être recyclées aussi dans d'autres filières, notamment les emballages, notamment les VHU. Et donc, il y a aussi des gisements assez importants à ce niveau-là, sur des matières qui peuvent être retrouvées, comme le polypropylène, qui peuvent être retrouvées dans des équipements électriques et électroniques. Voilà, donc il y a quand même au niveau sur le marché aujourd'hui, on est plus peut-être à chercher des exutoires sur les matières, au niveau les matières recyclées, notamment celles recyclées au niveau des D3E. Et puis après, il y a aussi une mécanique, c'est que s'il y a une demande en recyclé, donc au niveau de la fabrication, s'il y a plus de demandes au niveau des matières recyclées, ça veut dire aussi qu'il est possible de travailler des matières qui aujourd'hui ne sont pas recyclées dans la filière, comme le PC ou comme la BSPC, qui est très peu recyclée dans la filière des D3E, parce que notamment, il y a des problèmes d'exutoire et de marché derrière. Donc, s'il y a plus de demandes sur ces matières-là, c'est des choses qui pourront aussi aider à tirer le recyclage de ces matières. Voilà, donc la réponse n'est pas forcément directe, oui ou non, mais il y a quand même du potentiel. Alors, juste pour conclure, j'ai deux questions pour revenir à l'étude dont on parlait aujourd'hui, sur la performance environnementale. Est-ce que, les données qui ont été récupérées, elles sont duplicables pour les autres, on va dire, filières REP, oui ou non? Et puis, on met les pieds dans le plat. À quand une étude sur la récupération, la valorisation la réutilisation des matériaux, sans doute sur des filières plus courtes que le recyclage? Alors, sur la première question, est-ce que c'est duplicable aux autres filières REP, alors notamment en France? La réponse, ça va être plutôt non. Dans la logique, oui. Dans la méthodologie, oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a certains de nos collègues, on va dire des autres éco-organismes, qui peuvent aussi publier quelques données environnementales ou avoir quelques outils environnementaux. C'est pas duplicable directement. En tout cas, les résultats ne seraient pas calcables avec un peu des prorata, parce que là, c'est vraiment adapté à la spécificité de la filière des D3E, avec toutes ces étapes de dépollution et de séparation des matières, parce que les équipements électriques et électroniques sont des équipements dans lesquels, vous le savez, il y a beaucoup de matières, des matières très diverses qui sont enchâssées les unes dans les autres, etc. C'est des problématiques qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres filières. Et puis, il y a des conclusions qui ne sont pas vraies suivant dans notre filière, dans la filière des équipements électriques et électroniques versus dans d'autres filières. Exemple typique, aujourd'hui, le bois dans la filière des D3E, il va pas avoir beaucoup d'options de recyclage parce qu'on en trouve en très très petite quantité. Donc là, de la même façon, ça n'a pas forcément de sens de mettre en place une filière aval pour le recyclage de ce bois. Si on prend à l'opposé la filière de l'ameublement, le bois, c'est clairement une des matières principales et donc c'est possible de créer des exutoires et d'optimiser vraiment le recyclage sur ces aspects-là. Donc, c'est pas directement calcable. Par contre, d'un point de vue méthodologique, oui, tout à fait, il y a des passerelles qui peuvent être faites. Et la deuxième question, je l'ai oubliée en cours de route. Ouais, non, le dernier point, mais très rapidement, est-ce que vous avez prévu de faire la même étude sur la récupération et la réutilisation des pièces sans aller vers le recyclage? Donc là, on est plus sur des questions de réemploi, réutilisation. C'est des choses sur lesquelles on travaille, effectivement. On n'a pas encore aujourd'hui d'outils comme on peut avoir vraiment un outil développé pour la partie recyclage. La loi AGEC aussi, la loi anti-gaspillage et économie circulaire, vient un peu étendre ces périmètres des éco-organismes pour les D3E autour des enjeux de réparation aussi. Donc il y a encore beaucoup de travail pour pouvoir quantifier les bénéfices ou les impacts environnementaux de toutes ces étapes en amont, effectivement, qui viennent en amont du recyclage et qui sont à privilégier en amont du recyclage. Très bien. Alors, ce que je vous propose, on va clôturer ce webinaire qui était très complet. On a eu beaucoup de questions. Un grand merci à Marianne Fleury qui a pu rester avec nous et répondre aux questions. À Lorraine, toi aussi. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire.
prochain webinaire d'écosystème en partenariat avec le pôle éco-conception. On vous envoie toutes les informations comme prévu et on vous dit à bientôt. Merci Samuel et merci à tous ceux qui ont pu rester jusqu'au bout de ce webinaire qui a largement dépassé son timing. Allez, au revoir. Et prochain merci à tous. Fin de vie des matériaux verts. Est-ce que c'est éco-responsable ou pas? Je crois qu'il y aura du débat. Au revoir. Au revoir.